Alors, on était en train de développer la fois passée des équations qui vont nous permettre de déterminer la température maximale, si vous voulez, à la fin du processus de combustion. Et on a dit qu'on va utiliser un certain coefficient epsilon qui va nous donner une idée de ce qui se passe en réalité, car en réalité, on ne va pas utiliser toute l'énergie. Une partie de l'énergie va être perdue et une autre va être utilisée. Alors, ce coefficient-là va être déterminé expérimentalement. Et de cette façon, on peut approcher le calcul théorique de la situation réelle. Alors, on a vu la fois passée que cette énergie qui va être absorbée de la combustion va être absorbée par, si vous voulez, va être illustrée par l'augmentation de la température des gaz. Et on peut alors trouver qu'on peut l'écrire comme égal à delta U, avec U l'énergie interne de nos gaz. Et on a décomposé les gaz en gaz résiduel et, si vous voulez, dans l'état 1 en gaz résiduel et charge fraîche, et à l'état 2 en gaz résiduel et gaz d'échappement. Maintenant, on a déjà vu les détails de cette équation et on a vu que en remplaçant dans notre équation le travail si vous voulez, entre Z' et Z par sa valeur, on a pu simplifier l'équation la fois passée jusqu'à obtenir une relation entre les énergies internes, UC, U seconde C et U seconde Z. Je vous rappelle, ce symbole-là, U seconde, c'est pour les gaz résiduels. À l'état à la température TC, c'est U seconde C. U seconde Z, c'est les gaz, si vous voulez, l'état des gaz produits de combustion à la température TZ. Et on a UC, c'est l'énergie interne de la charge fraîche ATC. Donc, si vous regardez cette formule-là, ça dépend du cas. On va voir comment elle diffère entre essence et diesel. Mais ce qui nous importe, c'est si on peut déterminer UC et U seconde C des tables thermodynamiques, on peut alors calculer U seconde Z. Et quand on calcule U seconde Z, d'après les tables, on peut trouver la température TZ. OK? Alors, on va voir en détail ensemble un exemple de calcul pour voir comment, en pratique, on peut utiliser les tables thermodynamiques pour trouver TZ. Maintenant, cette équation-là va nous permettre de déterminer la température maximale du cycle, T maximum, qui est déterminée par TZ. OK? Et dans ce cas, après avoir calculé TZ, ça va nous permettre de calculer quel est le taux d'augmentation de pression. Car on sait que si on part ici, dans le cas d'un moteur essence, par exemple, on a le cas d'augmentation brusque de pression. Et alors, on peut dire que ce qui va se passer ici, c'est que P, ça c'est le point C, ça c'est le point Z. On a que lambda égale à PZ sur PC. Et c'est égal à TZ sur TC car ce processus-là se fait à volume constant. Alors, on peut trouver, TZ sur TC, quand on trouve TZ et on connaît déjà TC, on peut utiliser ce résultat pour le calcul de lambda dans le cas réel. Okay? Alors, comme on a déjà dit avant, dans le cas théorique, c'est une montée très instantanée, alors que dans le cas réel, on n'a pas, si vous voulez, ces points ponctuels, mais on peut alors approximer, quand on trace le diagramme réel, on va avoir un peu de courbure, mais on peut déterminer une certaine température maximale et le rapport de Tmax sur TC va nous donner la valeur de lambda. Alors, l'équation qu'on a dérivée ensemble ici est une équation générale, car regardez, on a considéré le cas où la combustion prend place en deux phases.
phase à pression, volume constant tout d'abord, puis pression constante. On a fait la formule générale, c'est ce qui est le cas pour le diesel. Mais de cette équation-là, on peut déduire l'équation de l'essence, car la seule différence dans ce cas, c'est que on n'a pas la phase Z'Z. Le point Z' et point Z sont confondus. Alors, si on revient à notre équation, on va, quand on fait le calcul de variation de l'énergie interne, on ne va pas prendre en considération cette partie-là. Et on peut déduire alors, d'après la formule générale, quel est le cas, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'essence. Okay? Cette méthode, c'est la plus générale car elle prend en considération les deux phases de combustion, à volume constant et à pression constante. Alors, on peut de cette formule déduire de nouveau qu'est-ce qui se passe si on a un moteur d'essence. On revient ici, si vous voulez, à la dérivation. Au lieu de mettre que la variation de l'énergie interne ou, si vous voulez, la quantité de chaleur qui est utile va être décomposée. Ici, on l'a décomposée en UZ moins UC plus LZ'Z. LZ'Z ne va pas être dans notre calcul. Ici, si on a le cas d'essence, on va avoir cette expression-là sans celle-là, sans LZZ'. Okay? On peut dériver facilement de cette formule-là, qu'est-ce qui va être différent entre essence et diesel. Ici, si vous regardez, LZ'Z a été remplacé dans notre équation par M2 plus MRTZ moins lambda M1 plus MRTC. Ce composant-là ne va pas être présent dans l'équation de l'essence. On va éliminer ce terme. كل الترم اللي فيهم 8 3 1 4 si vous voulez ici ces termes là on va les enlever de notre équation. Pour le cas d'essence, si j'élimine ce terme là et si j'élimine ce terme là, je vais obtenir l'équation pour l'essence. Alors je peux déduire de cette équation générale quelle est l'équation pour un moteur à essence. Elle est plus simple. Comme vous voyez, pour le moteur diesel, c'est plus difficile de trouver TZ. Vous savez pourquoi? Car déjà, dans cette équation, vous avez comme inconnu U seconde Z et TZ. C'est vrai qu'elles sont reliées à travers les propriétés thermodynamiques. Mais quand vous allez utiliser le tableau thermodynamique pour trouver la valeur de TZ, je vais faire une itération. Je suppose TZ égale à une certaine valeur. Pour la table thermodynamique, je trouve U seconde Z. Puis, je remplace dans mon équation pour vérifier si je suis proche du résultat ou non. Si je ne suis pas proche, je dois faire des itérations. Je prends une autre valeur de TZ. بضل أعمل assumptions لحد ما أوصل لانترفال مثلا إنه طلع les valeurs ici par exemple plus petites que je veux et une autre plus grande que je veux. Ça va بحصر TZ dans un certain intervalle et je trouve TZ. Mais ça va demander plusieurs itérations. Je ne peux pas le faire en une seule étape. Alors, pour le cas d'essence, je n'ai pas ce problème. Là, non, je n'ai pas TZ dans mon second terme. J'ai seulement U seconde Z. Et quand j'ai un moteur à essence et j'applique cette formule, je connais les états au point C. La TC est donnée ou je peux la calculer. Je trouve UC et U seconde C d'après les tables thermodynamiques. Et de cette équation-là, je trouve qu'elle doit être U seconde Z. Une fois que je trouve U seconde Z, je vais aller aux tables thermodynamiques et regarder que pour cette valeur de U seconde Z, c'est quoi TZ? Alors, je n'ai pas besoin d'itération dans ce cas. C'est plus facile. Alors que pour le diesel, car j'ai U seconde Z et TZ de l'autre côté, je dois faire une supposition et continuer à faire des itérations jusqu'à avoir la valeur de TZ approximative. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une combustion incomplète? Si j'ai une combustion incomplète, ce qui va changer, c'est juste la quantité de chaleur que je peux extraire de la combustion. Ce qui va changer, c'est ce terme-là. Au lieu de epsilon Z HU, on a vu que pour une combustion incomplète, je ne vais pas profiter totalement du pouvoir calorifique inférieur
il va être réduit dû à delta U chimique, delta HU chimique. Et si vous vous rappelez, on a vu dans un des chapitres précédents quelle est l'expression de delta HU chimique. Elle va dépendre du coefficient, elle va dépendre de la valeur de alpha et aussi, si vous vous rappelez, elle va dépendre du rapport H sur C. OK? Alors, d'après le combustible, on trouve H sur C. Ça va nous permettre de calculer delta HU chimique. Sinon, elle va être donnée. On peut vous donner delta HU chimique. Et alors, vous pouvez déduire comment on va altérer ce terme-là pour le cas d'une combustion incomplète. Alors, cette équation-là va nous permettre de trouver la valeur de TZ. OK. Maintenant, alors, à l'aide de ces équations-là, juste pour le cas d'un combustible gazeux, يعني هوليك كنا عم نشتغل des formules pour un combustible liquide. Lorsqu'on a un gaz, OK, ce qui va changer nos HU, au lieu de la donner, si vous voulez, au lieu d'exprimer HU en kilojoules par kilogramme, OK. Alors, ils peuvent nous donner HU, par exemple, par unité de volume. S'ils nous donnent HU en kilojoules par mètre cube et on veut transformer l'analyse par kilomol, car vous savez qu'en général, pour un combustible gazeux, on fait l'analyse par kilomol ou mol, alors on peut tout simplement multiplier par le volume d'une mole. On sait quelle est la valeur du volume d'une mole. OK? Et alors, dans ce cas, l'analyse va être transmise même par mètre cube là, par unité de mol au kilomol. OK? Alors, maintenant, une fois que je détermine, si vous voulez, TZ, ça peut m'aider à trouver les autres paramètres de mon fluide moteur. OK? Alors, on sait que d'après l'équation caractéristique d'état, on peut trouver la relation entre les paramètres du fluide du moteur au début et en fin de combustion en tenant compte du changement du nombre de moles. Vous savez qu'on a vu ensemble qu'à l'état final, le nombre de kilomoles peut être différent de l'état initial. La masse est conservée. Alors, on peut dire que si on écrit la loi des gaz parfaits, d'après la loi des gaz parfaits, on a le rapport PZ-VZ sur PCVC est égal à M2 plus MR, qui est le nombre de kilomoles au point Z fois TZ, divisé par M1 plus MR fois TC. Et vous savez que ce rapport-là, il est relié au changement moléculaire, coefficient théorique de changement moléculaire réel. نحن قبل بالتhéorie كنا حطينا mu égal à M2 sur M1, mais on a dit après que pour prendre en compte ce qui passe en réalité, on sait qu'en réalité, il va rester des gaz résiduels. Alors, le coefficient théorique de changement moléculaire va être modifié pour avoir une idée plus réelle de ce coefficient. On va ajouter à M2 le nombre de kilomoles de gaz résiduels et on va ajouter aussi à M1 le nombre de kilomoles de gaz résiduels. Cela va nous permettre d'avoir une idée plus exacte de la valeur de ce coefficient-là. Et alors, on peut dire que ce coefficient-là peut être calculé après qu'on trouve notre TZ. OK? Car quand on trouve TZ, on peut utiliser cette relation-là pour calcul de mu-R. Déjà, on a vu comment en réalité, on peut avoir une idée de l'augmentation de pression. Une fois on calcule TZ, on peut relier le rapport TZ sur TC au rapport PZ sur PC. Dans le cas essence, c'est égal. Dans le cas diesel, on va, إذا بتتذكروا بنفوت le coefficient ρ كمان qui est dû au changement, à la phase de pression constante. OK? Alors, dans le cas d'essence, on a lambda égale PZ sur PC égale TZ sur TC. Et aussi, on peut dire qu'on peut utiliser ce résultat-là. On a, dans le cas essence V,
Z et VZ sont égaux et PZ sur PC, c'est égal à lambda. Alors, dans le cas d'un moteur à essence, on peut dire que lambda, c'est égal à mu R fois TZ sur TC. Alors, une fois on trouve TZ, on peut calculer lambda et on peut calculer le coefficient de changement moléculaire réel. Maintenant, si on est dans le cas diesel, on peut aussi trouver ces paramètres, mais on a différentes relations. On doit utiliser le taux de détente préliminaire ρ. Vous savez que dans le cas de phase, ça c'est le point C, ça c'est le point Z', et ça c'est le point Z. OK. On peut écrire que PZ sur PC peut être décomposé en PZ. PZ est égal à PZ'. Alors, c'est égal à PZ' sur PC. OK. C'est égal à lambda. Maintenant, ρ, c'est égal à VZ sur VZ'. OK, qui est égal à TZ sur TZ'. Et on peut dire que le rapport, si vous voulez, ici, ce rapport-là, on sait que la pression au point Z, c'est égal à la pression au point Z', et leur rapport, c'est égal à lambda, alors on peut remplacer pour le diesel PZ sur PC par lambda, alors que VZ sur VC, c'est pas 1, car on a changement, on a une phase de détente préliminaire, alors ce rapport c'est égal à ρ, et on peut remplacer VZ sur VC par ρ. Alors si on est dans le cas d'un moteur diesel, on peut écrire que lambda ρ c'est égal à mu R fois TZ sur TC. OK? Alors, maintenant, comme on a déjà dit, le coefficient epsilon Z, c'est un coefficient qu'on détermine expérimentalement. Et ce taux d'utilisation de chaleur va approcher le calcul théorique de la réalité, car on prend en considération la quantité de chaleur vraiment utilisée. Et il est trouvé à base de données expérimentales et selon le type du moteur, selon sa fréquence, les conditions de refroidissement et les particularités constructives de la chambre de combustion. Et c'est un paramètre très complexe qui dépend de plusieurs valeurs. Maintenant, on peut trouver des intervalles pour ce coefficient d'après le type du moteur. En général, pour un moteur à une essence, on a les valeurs les plus élevées, entre 0,85 et 0,9. Ce qui est un bon coefficient. On peut arriver à 90% de la chaleur dégagée va être utilisée. Pour diesel, c'est entre 0,7 et 0,85. Et pour les moteurs à gaz, c'est entre 0,8 et 0,85. Alors, on est arrivé juste à la fin de ce chapitre. Juste encore une idée. On a que le calcul des températures et des pressions maximales du cycle dans les moteurs à essence, en supposant que la combustion se produit à V constant, donne des valeurs supérieures à celles observées en pratique. Il y a une différence. Déjà, on a pris epsilon Z pour approcher la réalité du calcul théorique. بعد في لنا différence نحن بالcalcul théorique ou ici analytique, عم ناخد انه الcombustion est instantanée, mais on sait que dans le cas réel c'est pas le cas. يعني عندنا مثل courbure مثل ما قلنا. OK? Comment prendre en considération cet effet-là? Alors, en réalité, la combustion n'est pas instantanée et a une durée déterminée et peut comporter une partie de détente. C'est pour cela T maximal du cycle va correspondre au volume de la chambre de combustion un peu plus grand que VC. OK? Et Tmax va être inférieur à Tmax calculé. C'est pour cela qu'on a essayé de comparer expérimentalement le diagramme réel à le diagramme analytique où شفنا انه en réalité la valeur de PZ si vous voulez maximum PZ réel c'est phi Z un certain coefficient fois la valeur de PZ théorique au point C.
OK? Et cette valeur de phi, ce coefficient-là a été établi pour un moteur à essence égal à 0,85. OK? Alors, en tenant compte de cela, on peut avoir une plus bonne idée de ce qui se passe en réalité. Alors, ici, on a introduit deux coefficients expérimentaux qui vont nous donner une idée plus précise. Même si on fait un calcul analytique, on va faire des corrections sur ce calcul pour approcher ce calcul de la réalité. OK? Alors, on a terminé pour ce chapitre-là. Il nous reste une petite partie du cours. OK? On va commencer par un nouveau chapitre ensemble aujourd'hui. On a déjà parlé, si vous vous rappelez, de l'optimisation de l'ouverture des soupapes d'échappement. On a maintenant, dans ce chapitre, on va discuter cela. Dans le chapitre 7, on va discuter les phases de détente et échappement. Alors, premièrement, au cours de la détente, on a un travail mécanique qui se produit au compte de l'énergie calorifique fournie par la combustion du combustible. Dans le cycle réel, la course motrice va commencer au point C' et va se terminer au début d'échappement des gaz brûlés. Dans le cycle théorique, ما كنا ناخذ en considération les échanges gazeux. C'est pour cela on avait une différence entre une des différences entre réalité et théorie. Dans la théorie, on considérait qu'une masse constante circulait dans notre système, alors qu'en réalité, on a des phases d'échange gazeux, admission et échappement. Alors, en calculant le cycle réel, le début de détente va se passer au point Z, OK? Avec les valeurs maximales PZ et TZ. On suppose que ce processus du moteur à 4 temps se termine au point mort bas. Au commencement de la détente, la combustion intense du combustible se poursuit et la température des gaz calculée d'après le diagramme d'indicateur atteint son maximum à droite de Pmax. Et ça indique qu'au cours de cette période, il y a élaboration intense de chaleur. En théorie, on considérait le point de pression maximale, où est le point de température maximale, alors qu'en réalité, on a un petit délai entre les deux. Maintenant, pour caractériser le processus de détente réel, OK, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Comme on a parlé dans la compression qu'en réalité, ce n'est pas un processus adiabatique, il y a des échanges de chaleur. Il y a transfert de chaleur des gaz, si vous voulez, qui sont à haute température vers les parois. Alors, on va perdre une certaine partie de l'énergie. Et comme on n'a pas un processus adiabatique, on ne peut pas prendre le coefficient isentropique. On parle ici, comme dans le cas de compression, d'un coefficient polytropique. Alors, on peut déterminer ce coefficient expérimentalement. Alors, comme on a déjà dit, dû à la grande différence de température entre température des gaz et température par moyenne, et la grande vitesse de déplacement des gaz, on a un échange calorifique très intense gaz-paroi. Au début de détente, du point C' jusqu'au point P max, lorsque la combustion se produit avec dégagement intense de chaleur et une montée brusque en pression, le coefficient polytropique N2, qu'on va voir sur la figure, a une valeur négative, s'approchant de 0 au point P max. Du point P max au point T max, N2 devient positif et au point T max, c'est égal, la valeur de N2 est égale à 1. Alors, N2 va changer beaucoup durant le processus de détente. Dans une première phase, on a un échange intense de chaleur du mélange vers les parois, ce qui va nous donner une valeur du coefficient polytropique négative. Et puis, quand on aboutit à, si vous voulez, quand on s'approche du point P max, la valeur de N2 va s'approcher de 0. Et quand on commence, si vous voulez, la détente réelle, on va avoir une valeur positive de N2. Alors, pour prendre en considération toutes ces variations, on va définir un coefficient moyen polytropique N2 qui peut être déterminé expérimentalement. Et une fois qu'on détermine ce coefficient moyen, on peut l'utiliser pour relier
les pressions et températures au point, si vous voulez, de début de détente et point de fin de détente. OK? Alors, on a supposé ici une autre supposition qui n'est pas quand même très précise. Non, la détente va continuer jusqu'au point mort bas. En réalité, on va voir que on peut optimiser le temps d'avance d'ouverture-échappement, ce qui va affecter la variation de pression et de température dans le cas réel. Mais au moins, en considérant un coefficient polytropique moyen, on va approcher plus du calcul, le calcul réel ou les résultats réels du calcul analytique. Alors, comme d'habitude, si on connaît, si vous voulez, le coefficient N2, on peut trouver relation entre PB et PZ en utilisant que PVN2 égale à une constante. Et alors, en considérant delta, le rapport des volumes, ok, delta c'est égal à VB sur VZ, on peut dire que PB c'est PZ sur 1 fois 1 sur delta exposant N2. De même, on peut relier les températures. Là, on a que TVK ou TVN2 moins 1 est constante. Alors, on peut trouver une relation entre TB et TZ. Alors, bien sûr, delta diffère entre moteur à essence et moteur diesel. Pour un moteur à essence, delta c'est égal au taux de compression epsilon, alors que pour un moteur diesel, elle va aussi dépendre du taux de détente préliminaire ρ. Okay. Car vous savez que ici, on prend en considération, pour le cas d'un moteur diesel, on va avoir que ça, c'est le point Z, Z' si vous voulez, ça, c'est le point Z, et ça, c'est le point B. Nous, on est intéressé à faire VB sur VZ. OK? Alors, on peut décomposer VB sur VZ en VB sur Z', VZ', fois VZ' sur VZ. Alors, dans ce cas, on a que delta, c'est égal à VB sur VZ', c'est epsilon. Et VZ' sur VZ, c'est divisé par ρ. Alors, on a que delta, c'est epsilon sur ρ pour le cas d'un moteur diesel. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter, si vous voulez, le coefficient polytropique de détente N2. La première chose, c'est l'influence du déroulement de la combustion qui se détermine par la vitesse de combustion du combustible dans la phase principale. Lors de la combustion d'une grande quantité dans cette phase, PZ et TZ vont augmenter et la quantité du combustible brûlant au cours de détente va diminuer, ce qui va donner une croissance de N2. Cette évolution du processus paraît la plus favorable parce que l'utilisation de chaleur est maximale dans ce cas. Maintenant, avec l'accroissement de fréquence, le temps durant lequel se produit l'échange calorifique des gaz avec les parois va diminuer, ainsi que leur fuite. C'est pour cela qu'on observe que lors de l'accroissement de N, la vitesse de combustion va augmenter, mais cet accroissement ne va pas compenser toujours la réduction du temps durant lequel les trois phases de combustion se produisent. C'est pour cela la durée de la phase finale de combustion va être qui est exprimée en degrés de rotation du vilebrequin va augmenter alors qu'en cas réel, on est en train d'augmenter la fréquence. Maintenant, dans la plupart des moteurs essayés, on va remarquer une diminution de N2 avec l'augmentation de la fréquence N. Ce phénomène peut être expliqué par l'influence dominante de la diminution des échanges calorifiques et de fuite des gaz. La valeur de N2 est affectée par plusieurs facteurs. Enfin, parfois, vous avez des facteurs opposés qui affectent N2. C'est pour cela, quel est l'effet d'une certaine variable sur N2? Ça dépend, si vous voulez, من البيلان. يعني في facteur حيزيدوا N2 في facteur حينقصوا N2. C'est pour cela, on ne peut pas dire toujours que l'augmentation de N va augmenter N2 ou diminuer N2.
car on a deux effets opposés qui vont agir sur ce coefficient-là. Maintenant, lors d'augmentation de la charge dans le moteur à essence, la pression et la température en fin de compression vont s'élever. En même temps, la structure du mélange et la quantité relative des gaz résiduels et l'avance à allumage vont varier. Et cela va affecter l'évolution du processus de combustion et l'échange calorifique gaz par watts, ce qui va conduire à la variation de N2 dans la zone de petite charge. Maintenant, on va voir un peu graphiquement comment varie N2 en fonction de la charge. OK? Alors, ما نكون مسؤولين عن الديتاي, juste vous devez savoir que cette variation n'est pas toujours monotone. يعني, elle peut être, comme on voit ici, ça va dépendre de l'ouverture de papillon et parfois elle peut être croissante puis décroissante, comme je vous ai déjà dit, لأنه في des effets opposés qui agissent sur N2 وحسب أي effet dominant بيحدد إذا N2 va augmenter ou diminuer. Maintenant, concernant l'échappement, هلا اكيد N2 انا بعطيكم اياها يعني en général quand on fait des calculs مفروض لانه c'est une donnée expérimentale on vous donne cette valeur là, OK, et elle diffère entre moteur à essence et moteur diesel. On trouve expérimentalement que pour un moteur à essence elle est dans l'intervalle de 1.23 1.3 alors que pour un moteur diesel c'est entre 1,18 et 1,28. Maintenant, pour la phase d'échappement, dans les moteurs à 4 temps, du moment d'ouverture de la soupape d'échappement au point 4 jusqu'à une valeur donnée de pression égale à la pression critique, l'écoulement des gaz se produit à une vitesse critique oméga entre 600 et 700 mètres par seconde et s'accompagne d'un grand bruit. Dans cette période, terminée au voisinage du point mort bas, هيدي l'échappement اللي كنا نقول échappement libre, 60 à 70% des gaz brûlés vont être évacués avec une vitesse très grande de l'ordre de 200 à 250 mètres par seconde. Le travail nécessaire au refoulement des gaz brûlés et même le taux de balayage du cylindre vont dépendre des phases du processus d'échappement. إذا بتذكروا وقت حكينا عن l'échappement, on a dit qu'on optimise ce procédé. هون حنرجع نحكي en plus de détails comment le choix de l'ouverture, si vous voulez, va affecter la performance du moteur. On va prendre ici plusieurs exemples. On va prendre le cas d'une avance très grande de l'ouverture et d'un retard et comparer les différentes possibilités. أول شيء, si on ouvre très tôt, okay, si on ouvre très tôt les soupapes d'échappement, ce qui va se passer, c'est vrai, on va pouvoir réduire pouvoir chasser une plus grande partie des gaz d'échappement, OK, ou ça le travail de l'échappement forcé بيقل. يعني si on suit le graphe en pointillé ici, OK, اللي صار هون انه cette partie là اللي هي le travail d'échappement forcé est réduit, mais en même temps أخذنا une grande partie de la détente. يعني لو أخرنا شوي كنا قدرنا استفدنا أكثر من travail libéré durant la détente. هلا si on est très en retard, هناخذها بغير couleur. Si on ouvre très en retard les soupapes d'échappement, qu'est-ce qui se passe? مزبوط بنكون استفدنا أكثر من الترافاي pour une longue période. يعني إذا بدكم كل هالبارتي ربحناها فوق. Là, je vais illustrer en autre couleur comment j'ai gagné un travail. J'ai gagné ce travail-là en comparaison avec 4 secondes. ربحت هيدي البارتي. Cette aire-là, je l'ai gagné. OK? J'ai produit plus de travail. Là, j'ai continué le processus de détente. De l'autre côté, j'ai augmenté beaucoup le travail d'échappement forcé. يعني ربحت partie le bleu بس خسرت comparé si vous voulez à la partie rouge, خسرت cette partie-là. يعني je dois fournir plus de travail. يعني ساعتها c'est pas bien. OK? C'est pour cela je dois faire un compromis entre ces deux idées. Je vais essayer de profiter au maximum, si vous voulez, du travail de détente et en même temps ne pas augmenter beaucoup le travail d'échappement.
d'échappement forcé. Yani, si je prends une courbe entre les deux, pour un certain point optimal, qu'est-ce qui va se passer? Pour un certain point optimal, je vais avoir cette courbe-là. أول شيء, je suis comparé à la courbe تبع l'avance. Comparé à l'avance, j'ai gagné cette partie. إذا بناخد 4 بريم، إذا أنا بلشت من 4 بريم، alors j'ai au lieu d'avoir comme ça، خلينا ارجع احطهم فوق بعض تتقشعون. Alors si j'ai commencé en 4 primes, j'ai réduit le travail par cette aire-là. يعني خسرت هالبارتي du travail, cette partie-là خسرتها. هلا de l'autre côté خففت الترافاي d'échappement، يعني j'ai gagné une partie. هلا هي الإيدي انه بدي الاقي كورب اذا بدكم بتخسرني اقل شيء، يعني بضل زيح البوان 4 بطريقه انه الترافاي نت يكون maximum. Alors il existe un point entre 4 primes et 4 secondes بطريقه انه W net soit maximal، يعني بتكون البارتي غانيه اقوى بكثير من البارتي que j'ai يلي خسرتها. Alors هذه هي l'idée d'optimisation du point d'avance d'échappement. Alors, comme on a dit, sur la figure, on remarque qu'avec une avance exagérée à l'ouverture de la soupape d'échappement, le travail de détente dissipé est déterminé par l'air 4'BB', qui est très grand et ne peut pas compenser la diminution du travail de refoulement. De l'autre côté, l'ouverture de la soupape d'échappement au point 4 secondes est retardée, bien que dans ce cas, moindres sont les pertes du travail de détente, mais au refoulement des gaz brûlés, le travail perdu est plus grand et le balayage du cylindre est faible. C'est pour cela qu'on doit prendre un point entre les deux. On doit optimiser le moment d'ouverture des soupapes d'échappement qui va être déterminé expérimentalement. Ce point 4 va correspondre aux meilleurs paramètres du moteur. Dans ce cas, la qualité de balayage peut être améliorée en utilisant le mouvement vibratoire des gaz dans la canalisation d'échappement ou bien au moyen de balayage du cylindre pendant le croisement des soupapes, ce qui est le cas dans les moteurs suralimentés. Alors ici, vous pouvez voir cela en plus de détails. Ici, on compare le déroulement du processus d'échappement dans le cas de différents moteurs. Déjà, on a vu cela dans le cas d'échappement du moteur atmosphérique ou le moteur suralimenté.